comme je t'ai dit tout à l'heure, on va bientôt tous les taper, les Espagnols. Quand tu joues des Espagnols, tu les bats une fois, deux fois, ils commencent à s'adapter. Après, tu les bats plus aussi, tu vois. Ils refusent de jouer avec quelqu'un en équipe de France, rentre chez toi, quoi. Enfin, c'est rare de faire jouer deux joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Donc, le pire moment de mon année, quand j'appelle les jeunes pour leur dire qu'ils sont pas pris, ils sont forcément dégoûtés, quoi. Si un jour on a un U14 qui bat nos meilleurs seniors, il sera en équipe de France senior. Avant, on disait toujours les joueurs de paddle, ça joue trop vite, en France. Et en fait, on nous disait, quand on allait en Espagne, de ralentir. Mais il faut pas qu'on perde notre ADN un petit peu à la française. Pablo, c'est quand même le boss. C'est lui le sélectionneur et le main coach. C'est sûr que quand il faut jouer dehors, tu vois, au FIP de Promise, le premier tour, on voyait que les Français galéraient un peu. Surtout, il y a de plus en plus de joueurs qui s'entraînent tous les jours, quoi. Je pense qu'on manque encore de profs. Alors, quand tu es prof de tennis, donc quand tu as ton diplôme d'État, t'as même pas besoin d'avoir une formation pour être coach de paddle. Moi, je suis ambitieux et j'ai vraiment envie qu'on soit champion d'Europe cette année. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé le podcast Alpha Paddle. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on s'attaque au sommet de la pyramide du paddle français. On va parler de l'élite, de la formation et des coulisses politiques de notre sport. Quand on regarde le circuit, il y a les joueurs qui jouent, les coachs qui entraînent et les dirigeants qui décident. Et puis, il y a de rares profils qui font tout ça un peu en même temps. Mon invité du jour est un pur produit du paddle francilien, mais c'est surtout devenu l'un des hommes les plus puissants et les plus influents du paysage fédéral. Ancien membre du top 10 français, coach dans le 78 à Bailly-Noisy, formateur des futurs profs de paddle et tout fraîchement nommé sélectionneur adjoint de l'équipe de France. Messieurs, aux côtés de Pablo Aima, on dit comment Emma. Emma. Ouais. Pablo Aima, j'ai le plaisir de recevoir Yann Oradou. Salut Yann. Merci. Salut Franck, merci de me recevoir. Avec plaisir. Parce qu'avec toutes tes casquettes, tu es l'un des rares à avoir une vision un peu à 360 degrés de ce qui va et surtout de ce qui ne va pas dans le paddle français. On va en parler en détail. Tout va bien, tout va bien. Et je suis très heureux de te recevoir ici parce que, comme je le disais en off, on a assez peu de personnes de la Fédé ici. Donc c'est super. Donc, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette présentation ? Ça te semble pour l'instant une bonne présentation ? Ça me semble très bien. Alors, moi, je suis salarié depuis 2 ans de la Fédé. Du coup, maintenant, je suis plus formateur et plus entraîneur dans mon club. Ok. Tu le fais plus depuis que tu es... Depuis que je suis salarié. Ok. On va commencer comme sur le terrain. On va passer par un petit set de chauffe. Tu vois, donc c'est très simple. On va s'échauffer. Ouais. Donc je vais te poser quelques questions simples. Je te demanderai juste une réponse courte. Et puis après, plus tard dans l'interview, on reviendra sur certains points pour pouvoir les développer en détail. Ça te va ? Très bien. Yann, tu es formateur, sélectionneur, référent. Bref, tu as les pieds bien ancrés dans les bureaux de la FFT. Quand tu t'alignes sur un tournoi en tant que joueur, est-ce que les mecs sur la piste te voient encore comme un des leurs ou comme un mec du système ? Je pense comme un des leurs, parce que je ne joue pas encore les joueurs qui peuvent être sélectionnés, qui ont un niveau bien plus haut que le mien, et qu'on ne voit pas forcément en P1000. Et maintenant, je fais quasiment que des P1000, donc plutôt en tant que les leurs. Ok. Tu gères la relève chez les jeunes et tu intègres le staff des patrons chez les seniors. Dis-moi la vérité. Est-ce que la dalle, la vraie mentalité de mort, de faim, elle est chez les ados ou chez les cadres installés en équipe de France ? J'espère aussi chez les seniors. Je sais qu'elle est là chez les jeunes. Comme c'est tout nouveau pour moi chez les seniors, je suis sûr qu'elle est là pour les seniors aussi. Tu es depuis combien de temps là chez les seniors ? C'était ça a été il y a 3 mois. 3 mois, ouais. 3 mois, ça a été annoncé il y a 3 mois. Ouais. Tu as longtemps squatté le top 10 national. Aujourd'hui, tu es combien ? Je suis 49. Ok. Est-ce que le niveau général en France a vraiment explosé ou est-ce que c'est juste une illusion parce qu'une poignée de joueurs partent vivre en Espagne ? Non, il a vraiment explosé. Par rapport à quand j'étais 8e, je me dénigre pas du tout, mais il y avait très très peu de joueurs qui s'entraînaient. Et maintenant, alors il y a de plus en plus d'académies en France, qu'on parlera peut-être tout à l'heure. Et surtout, il y a de plus en plus de joueurs qui s'entraînent tous les jours, quoi. Et pour les jeunes, ça pousse fort. Hein. Puis, dernièrement, le FIP à Marne, les deux jeunes qui gagnent, Guy Chamizo, et il joue avec qui déjà ? Avec Jérémy Robert, ouais. Que j'ai en équipe de France jeune. Ouais. Je les ai vus jouer, les mecs, c'est des machines. Ouais. Eux, c'est encore plus, ils s'entraînent 2 fois par jour. Ah ouais. Quel âge ils ont, 17, 18 ? Je crois que Jérémy a déjà 18 et Olivier, il a 18 en octobre. Mais c'est de 2008. Ouais. Machine. Tu es formateur pour les diplômes d'état de paddle. Est-ce qu'on est en train de créer une vraie génération de coachs avec la culture paddle ou est-ce qu'on donne juste un business clé en main, parce que c'est aussi un business clé en main, à des profs de tennis reconvertis ? Je pense qu'on manque encore de profs, pour le coup. Donc j'ai envie de te dire qu'il nous faut des coachs pour entraîner et pour monter des écoles de paddle pour que les jeunes, et pas que, puissent avoir des cours. Ouais. Il manque encore de profs aujourd'hui ? Ouais. On voit dans certaines régions,
Ça manque encore de... C'est un métier d'avenir, là? Ah oui, Ouais. complètement. Ouais. Ok. Ouais. Et puis on voit, il y a de plus en plus de pistes qui se montent, de clubs. Donc forcément, il y a des coachs qui vont avoir du boulot. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre, c'est que quand tu es prof de tennis, tu as une formation plus facile pour être prof de paddle, si j'ai bien compris? Alors quand tu es prof de tennis, donc quand tu as ton diplôme d'État, Ouais. tu n'as même pas besoin d'avoir une formation D'accord. actuellement pour être coach de paddle. Ouais. En fait, la formation qu'on mettait en place, qui s'appelle le DFMP, Diplôme fédéral de moniteur de paddle, c'était en gros juste pour former les DE, tennis. Mais moi, j'invite tout le monde à passer le TFP, donc le titre à finalité professionnelle qui se fait sur 240 heures et bientôt 400 heures, pour vraiment se former. Mais actuellement, quelqu'un qui a son DE tennis, il peut enseigner le paddle. Ouais, ça veut dire que tu peux avoir ton DE tennis, mais quand même passer le TFP? Ouais, tu peux. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu peux Ok, le faire. d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Quelqu'un qui veut vraiment se former beaucoup, il passe son TFP. Ouais. Ok, d'accord. Non. Tu débarques dans le staff d'une équipe de France messieurs qui sort de quelques campagnes difficiles. Qu'est-ce que ta vision du terrain et ta proximité avec les joueurs vont apporter de plus à ce collectif pour inverser la tendance? Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense que Pablo était un peu tout seul, donc il ne pouvait pas tout gérer, parce qu'il a aussi son académie à gérer en Espagne. Donc moi, je vais amener ça à Pablo. Le fait de voir ce qui se passe en France sur les FIP. Par exemple, j'ai coaché sur 4 FIP depuis le début de l'année, où à chaque fois, je donne les résultats à Pablo. Tu vois, j'appelle Pablo jour par jour pour lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça joue, etc. On se donne pas mal les résultats. On est en lien quasiment tout le temps avec Pablo. Et là, c'est Pablo qui vient coacher sur les prochains FIP. Donc, Et tu es là quand même? Non, j'y vais pas. Ouais. Non. J'y étais sur les premiers, Pablo n'était pas là. Et là, c'est l'inverse. J'y vais pas, c'est Pablo qui prend la suite. Et voilà. Et puis aussi, il y a, comme tu as dit tout à l'heure, il y a les jeunes qui toquent à la porte. Donc, je pense que ça va faire remonter le niveau pour tout le monde. Ouais. Tu es l'un des rares joueurs français à être resté compétitif au plus haut niveau français, malgré les blessures et les années. Quel est ton secret pour continuer à gagner des gros tournois face à des jeunes qui ont 15 ans de moins que toi et qui ne font que ça de leur journée? T'as quel âge aujourd'hui, Yann? J'ai 37 ans. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas gagné un tournoi. Mais j'en fais, alors pour le coup, j'en fais quand même de moins en moins. Oui, t'en fais beaucoup moins. J'en fais de moins en moins parce que mon job, avec mon job, on se déplace pas mal et notamment le week-end. Donc, quand j'ai un week-end de libre, je t'avoue que j'aime bien rester chez moi tranquille. Donc, j'en fais de moins en moins. Après, je m'entraîne quand même. Je fais quand même des parties la semaine. Je m'entraîne physiquement aussi pour plus être blessé comme j'ai été longtemps blessé. Donc voilà, je résiste encore un petit peu dans les P1000 en tout cas. Tu t'entraînes où? Je m'entraîne à Noisy-le-Roi dans mon club et après de temps en temps dans les centres à Fort Paddle à Boulogne, à la Gardère aussi là quand il fait beau. Okay. Voilà. On va parler un peu de l'équilibre entre votre binôme, puisque Ouais. vous êtes deux par rapport à la tête de l'équipe de France. Yann, on sait que la gestion humaine d'une équipe de France masculine est un exercice d'équilibriste complexe, avec de gros égos à manager. Concrètement, comment ça va se faire, la répartition des rôles entre toi et Pablo? Et est-ce que tu es là pour être le traducteur de sa vision, pour être la continuité de sa vision, ou est-ce que tu as un vrai droit de veto sur les sélections et les compositions des pairs? Alors un peu tout ça parce que bon, ça reste Pablo, c'est quand même le boss. C'est lui le sélectionneur et le main coach. Donc c'est lui qui va prendre les décisions à la fin. Mais comme je te disais, on est en lien, donc on discute tout le temps. Il me pose beaucoup de questions sur le niveau des joueurs. Donc on fait ça ensemble. Mais si à un moment donné, on n'est pas d'accord sur la sélection, c'est lui qui aura le dernier mot. Voilà. Mais il coachera aussi bien plus que moi. Vous avez déjà été pas d'accord sur une composition de paire? Bah, je te dis, moi, ça fait 3 mois que je suis là. Donc pour l'instant, avec les seniors, il n'y a rien eu du tout. S'il y a eu la sélection pour les Jeux méditerranéens, qui n'est pas encore sortie, on était d'accord. Là, va y avoir la sélection, enfin le stage équipe de France. On va prendre entre 10 et 12 joueurs. J'ai l'impression que pour l'instant, on est aussi d'accord. Et puis après, il y aura la sélection pour le championnat du monde en novembre. Mais non, pour l'instant, franchement, on est sur la même longueur d'onde. Comment tu fais pour une composition de paire? Parce que nous, en tant qu'amateurs, on joue avec le mec qui veut bien jouer avec nous. Et là, tu joues plus sur le côté complémentarité, où tu mets les deux mecs les plus forts, le mec le plus fort à droite, par exemple, avec le mec le plus fort à gauche, ou un peu un mix de tout ça?
Ouais, un mix de tout ça, parce que en fait, le championnat du monde, t'as pas une paire 1, une paire 2, une paire 3. Tu fais ta paire, tu peux pas faire ta paire en fonction de l'autre équipe, puisque l'autre équipe peut faire aussi un peu ce qu'elle veut. Mais en revanche, la complémentarité, pour moi, est important. On va pas faire... Enfin, c'est rare de faire jouer 2 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Je sais qu'il y a certains joueurs qui ont des préférences. Jouer avec un gaucher, jouer avec un droitier, notamment pour les joueurs de gauche. On sait que les changements de paire, il y en a beaucoup, surtout en ce moment. Donc, non, on essaie de mettre les 3 paires les plus solides possibles, en tout cas sur le jour J. Hein. Comment ça se passe, le championnat du monde? Comment les nations sont sélectionnées, c'est premièrement, et après, comment ça se passe? Par exemple, je sais pas, la France joue la République tchèque au premier tour. C'est quoi? C'est un 16e? C'est un tableau? Comment ça se passe exactement? Non, t'as des poules. Alors maintenant, ça a un petit peu changé par rapport à avant, parce que maintenant, t'as des phases qualificatives, et ensuite, t'as 2 poules de 4, où la France a encore la chance au mondial d'être dans ces 2 poules de 4. Automatiquement en poule de 4? Ouais. Elle passe pas par la qualif? Non. Ça, c'est jugé par rapport à quoi? Par rapport aux résultats du dernier championnat du monde. Ah, ouais. d'accord, ok. Et, mais là, pour les championnats d'Europe, où on a terminé 7e, il me semble, là, l'année prochaine, on sera obligé de passer par une phase qualificative. D'accord. Voilà. C'est sur combien? Championnat d'Europe, je sais pas combien il y en a, mais je dirais 15, 16. Ok. Voilà. C'est quoi, il y a une phase comme ça, et après, comment ça se définit les matchs? T'as quoi? T'as 3 rencontres? Et après, t'as 3 rencontres. 3 rencontres. Ouais, au mieux des 3. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, C'est d'accord. ça, donc il faut gagner 2 matchs. Ok. Faut sortir des poules, et après, tu rentres en demi, en quart. Et pareil, même principe. Au mieux des. Ok. Ouais, c'est et ça, les 3 matchs ont lieu le même jour, ou ils ont lieu c'est un enchaînement. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Enchaînement. Donc ça veut dire que en même temps, à la même heure? Non, c'est match après match. Ah ouais, d'accord, ok. Match après match. D'accord, donc les gars vont Ouais. venir, et puis ça peut dépendre du 3e match, Ouais. et là, ça peut chauffer au niveau de l'ambiance. Ouais, ça peut chauffer au niveau de l'ambiance, c'est déjà arrivé. Donc, Aujourd'hui, on a l'impression que pour devenir un très bon joueur de paddle, la case expatriation en Espagne est quasiment obligatoire en tant que patron des juniors et adjoint des seniors. Est-ce que tu considères que cet exode comme une chance pour l'équipe de France ou comme un aveu d'échec de nos propres structures d'entraînement? Ou est-ce que la FFT est capable à court terme de proposer un centre de haute performance qui rivalise avec Madrid ou Barcelone, même si on a déjà des centres comme, je pense notamment au CNE à Vichy, ou je crois que ça pas la basse? Il y en a un autre? Ouais, t'as pas la basse avec My Center, avec Yannick Morel, t'as Big Paddle avec JT Pérou, et t'as la All-In Association, avec Jess Ginier et Joanne Bergeron. Donc non, je pense que ce discours-là, on aurait pu en effet l'avoir il y a 4-5 ans, mais je pense que comme tu dis, maintenant, il y a quand même des belles académies avec des entraîneurs qui sont très très bons. On a Vichy, si je prends l'exemple de Jérémy Robert et Olivier Guichamisso, qui viennent de gagner le FIB Bronze à 18 ans. Eux, ils viennent, tu vois, Olivier Guichamisso, moi, c'est moi qui l'ai entraîné dans mon club encore l'année dernière. Il vient de rentrer donc au Pôle France. Jérémy Robert, il vient de la All-In. T'as aussi les U16, Sacha Huard de la Marne, Nathan Perrault, je sais pas si tu connais, qui jouent très bien, qui ont gagné un P1000, des U16, qui sont entraînés chez Yannick. Et puis après, on connaît Max Joris, etc., qui sont entraînés à Big Paddle. Donc non, je pense qu'avec ce qu'on a en France, ce qu'on a mis en place, ce que les académies aussi privées ont mis en place, je pense qu'on peut rivaliser et faire de grandes choses rien qu'en France. Ouais, donc l'exode vers l'Espagne, c'est plutôt une légende et avant? C'était plus avant. On a aussi tu vois, il y avait Jérémy Scatena, Joanne Bergeron, Bastien Blanquet, Robin Aziza aussi à l'époque. On était un petit peu les pionniers de partir en Espagne, mais c'est parce qu'en France, rien n'était fait. Donc, ils ne pouvaient pas s'entraîner, ils n'avaient pas forcément de sparring. Et depuis quelques années, on met en place, quand je dis on, c'est la Fédé plus les académies privées, pour que nos meilleurs restent en France et puissent s'entraîner aussi entre eux pour faire monter le niveau. Donc non, on a de la chance et on a des résultats, notamment chez les jeunes, parce que les jeunes, ils partent pas en Espagne, ils restent en France. Et on a des résultats chez les jeunes. Et c'est forcément les jeunes, à un moment donné, qui vont rentrer en équipe de France senior. C'est à partir de quel âge c'est la bascule? C'est au terme de niveau. Hein. L'année dernière, Johan Boronade et Timéo Fonteny, que j'avais, c'était mon équipe U18 au championnat d'Europe, qui étaient déjà en équipe de France senior. Ils avaient quel âge? Ils avaient, c'était du 18, donc 18 ans. Wow. Et Timéo était titulaire en équipe de France senior. Johan Boronade était plutôt remplaçant.
Donc c'est le sélectionneur qui décide. Ouais, S'il y a un jeune de 16 ans qui est très bon, on peut le prendre. C'est le niveau. Ah ouais. C'est le niveau. Hein. J'ai envie de même te dire, si un jour on a un U14 qui bat nos meilleurs seniors, il sera en équipe de France senior. Hein. Voilà. Incroyable. Ouais. Et tu peux prendre un gars, alors je sais pas du tout comment ça se passe, c'est pour ça que je me permets de te poser les questions, parce que je suis un peu novice dans le truc. C'est, imaginons, je sais pas, t'estimes qu'un gars, il peut pas s'inclure dans la sélection d'équipe de France, malgré qu'il ait un bon niveau, mais tu penses que tu peux pas l'associer à un autre joueur, ou tu peux pas le mettre dans l'esprit d'équipe globale, tu peux ne pas le prendre. Comme au foot un peu, tu vois. Ouais, je peux ne pas le prendre. Bien qu'il ait les résultats qui lui permettraient d'être en équipe de France. Ouais, alors c'est quand même rare. Ouais, c'est rare. C'est quand même rare, mais moi, surtout chez les jeunes, je fais vraiment attention à l'état d'esprit. Tu vois, est-ce que le jeune, il va se fonder dans un groupe tu vois, donc ça, j'ai fait attention chez les jeunes, et je pense que je ferai attention aussi avec les seniors. Ouais. C'est quoi le truc que tu fais chez les jeunes et que tu sais que tu peux pas faire chez les anciens, et à l'inverse? Écoute, je te dirais quand je serai en championnat du monde avec les seniors. Après, je suis adjoint avec les seniors aussi, tu vois, donc c'est pas moi qui prends toutes les décisions. Pour l'instant, je peux pas trop te répondre. Tu gères la relève chez les jeunes et tu intègres le staff des patrons chez les seniors. Les juniors français s'illustrent régulièrement en faisant de très bons résultats. D'ailleurs, le FIB de Marne, il y a quelques jours, a été gagné. Bravo à eux. Franchement, c'était un beau match. Moi, j'ai regardé la demi. C'est exceptionnel. Ouais. Ils s'étaient menés, je crois, ils ont perdu 6-1, je crois, le premier. Et ils gagnent 7-6. Ils ont pris 6-2, ils gagnent 7-6 et 6-1 après. Ouais, incroyable. Ouais. Donc, les juniors français s'illustrent régulièrement en faisant de bons résultats, alors que l'équipe de France senior, c'est un peu plus délicat. Et ils restent sur des campagnes mondiales et européennes un peu plus compliquées. Qu'est-ce qui manque à nos meilleurs seniors actuels pour franchir ce cap mondial que nos jeunes ont peut-être déjà en eux? Ouais, moi je pense que en fait c'est une question de temps. Tu vois, nos meilleurs jeunes, ils ont commencé le paddle à Olivier là que je connais bien, il a commencé le paddle à 11-12 ans. Tu vois, il faisait des stages en Espagne. La chance, sa maman était espagnole, donc tous les étés il allait en Espagne. Et nos seniors, ils ont commencé le paddle allez, si j'enlève Thomas Legge, ils ont commencé le paddle à 21-22 ans. Voir Ben Tison, qui était encore en équipe de France l'année dernière, qui lui a commencé le paddle quasiment en même temps que moi, donc on avait 26-27 ans. Donc on peut pas rivaliser avec, c'est mon avis en tout cas pour le moment, on peut pas rivaliser avec quelqu'un qui a 23 ans et qui ça fait 15 ans qu'il joue au paddle, quoi. Forcément, tu as l'expérience, tu as le volume de jeu qui rentre en compte. Donc pour moi, c'est mon avis, c'est pour ça qu'on arrive à rivaliser chez les jeunes, et même plus que ça, j'espère. Parce que nos jeunes ont commencé le paddle en même temps que les jeunes espagnols. Et on pourrait dire, il y a aussi l'entraînement, tu vois, en Espagne, etc. Mais comme je t'ai cité les deux jeunes, ils s'entraînent en France depuis qu'ils ont commencé le paddle. Donc ça veut dire qu'on a des très bons formateurs, des très bons entraîneurs, comme en Espagne. Voilà. Et on n'a rien à envier aux Espagnols à l'heure actuelle. Non. À part peut-être le soleil. Dans certaines régions. Ouais, ça c'est sûr que quand il faut jouer dehors, tu vois, au FIP Promise, le premier tour, on voyait que les Français galéraient un peu. Pas les Espagnols. Ouais, ils ont l'habitude. Ils jouent dehors bien plus que nous. Hein. Une fois que les joueurs sont sélectionnés en équipe de France, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'on se contente d'aligner les meilleurs pairs sur le terrain, ou est-ce que vous mettez en place un protocole spécifique en fonction des joueurs qui englobe le physique, la tactique et surtout le mental pour tenir la pression des grands rendez-vous? C'est quoi la méthode là-dessus? Est-ce que tu peux nous dire, parce que moi je suis un modeste joueur amateur, donc je parle au nom des joueurs amateurs, on aimerait savoir comment ça se passe. Imaginons que demain, tu sélectionnes un gars en équipe de France. Déjà, comment ça avec bien sûr avec Pablo, vous l'appelez directement, vous dites ouais, salut, t'es sélectionné pour l'équipe de France? Comment ça se passe? Ouais, en gros c'est ça. Hein. On fait le stage équipe de France, après on sélectionne par les résultats. Et pour aller au stage équipe de France, donc ça c'est une sorte de présélection? Ouais, alors oui et non, parce que tu vois, le stage équipe de France, Athènes, il est en juillet, le championnat du monde est en novembre. Donc quelqu'un qui n'est pas au stage en juillet, qui fait des très bons résultats l'été, et avant novembre, on le prendra. D'accord. Tu vois. Donc le stage, le stage, par contre, il va récompenser tous ceux qui ont des bons résultats en début d'année. Donc là, dans le stage, il y a combien de personnes? Entre 10 et 12. Ok, donc là, pareil, salut, t'es pris pour le stage Ouais, c'est ça, on appelle ceux qui sont pris pour le stage. Et pour les sélections, on appelle ceux qui sont pris en équipe de France, mais on appelle aussi ceux qui ne sont pas pris. Moi, je fais ça chez les jeunes. C'est un moment pas facile, je te cache pas. C'est peut-être le pire moment de mon année quand j'appelle les jeunes
pour leur dire qu'ils sont pas pris, parce qu'ils sont forcément dégoûtés, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent en stage et qui sont pas pris aussi en sélection, et des gens qui n'étaient pas pris en stage et qui viennent aussi en sélection, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on en prend entre 10 et 12 au stage et on doit en prendre que 8. Ça veut dire que si t'es appelé au stage, t'es pas sûr à 100% d'être en équipe de France? Non. Okay. Non, après, bon, on te récompense de tes bons résultats. Donc, ça veut dire que t'as quand même des bons résultats. Donc, t'es quand même proche d'être en équipe de France. T'es proche des portes. Quoi. Ouais, et après, pendant le stage, qu'est-ce qui se passe exactement? Pendant le stage, écoute, il y a des entraînements. Il y a pas mal de matchs aussi. Justement, un petit peu pour tester les complémentarités. Pour tester aussi le niveau de chacun. Parce que, alors là, je sais pas, on sait toujours pas où est-ce que ça va être les championnats du monde. Mais souvent, les championnats du monde ou d'Europe, c'est dehors. Et on joue beaucoup à l'intérieur. Tu vois, donc, il y a aussi des joueurs qui sont très bons à l'intérieur et un peu moins bons dehors. Et inversement. Tu vois, donc on fait attention à ça. Mais la complémentarité, c'est ultra important. Si je te prends un exemple, sans citer de nom, il y a des joueurs de gauche qui aiment bien prendre de la place et qui préfèrent peut-être jouer avec un droitier plutôt qu'avec un gaucher. Tu vois, c'est un exemple qui peut très bien arriver. J'ai rien de concret, mais c'est un exemple qui peut arriver. Donc une fois que tu as fait ce stage, après vous prenez votre décision entre les deux événements de qui vous prenez ou pas en équipe de France. Là, c'est le moment difficile, tu les appelles. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui n'est pas pris? Comment tu lui amènes? C'est délicat. Bah, c'est délicat. Après, moi, je vais te parler pour les jeunes parce que je n'ai jamais fait encore pour les seniors. Pour les jeunes, alors j'ai de la chance. Ils sont très compréhensifs pour le moment. Il y en a qui s'en doutaient? Il y en a qui s'en doutent. Ouais, il y en a qui s'en doutent. Après, les titulaires, enfin, tu vois, ils le savent, on les connaît. C'est souvent pour ceux qui peuvent remplacer. Par exemple, un gaucher. Un gaucher, en troisième homme, il ne peut pas forcément être pris parce que si j'ai mon joueur de gauche droitier qui se blesse et que j'ai un gaucher à droite, je prends l'exemple de Jérémy Robert, Olivier Guichamisso qui seront logiquement titulaires en U18, Olivier, il est gaucher. Donc, je ne peux pas prendre un troisième homme qui est gaucher. Parce que si Jérémy Robert il se blesse, j'ai deux gauchers. Ah, ok. Tu vois, par exemple. Et après, ça se fait au niveau aussi. C'est un bordel quand même de sélectionner, non? T'as quoi? T'as un mur chez toi avec les photos et tout? Ouais, non. Tu dis lui est gaucher, mais il peut pas jouer avec lui. Est-ce que ça Non, mais c'est quand même pas facile. C'est quand même pas facile. Un exemple, chez les U14 cette année, j'en avais pris 4 au stage. Je savais pas du tout avant qui j'allais prendre. Et après le stage, je peux toujours pas te dire qui sera titulaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 4. Ah ouais. Je peux pas faire de choix. Je vais pas en mettre un sur la touche. Et quand tu es en équipe de France, tu dois en sélectionner combien? On est à 10. Tu peux pas prendre 11 ou 12. C'est 10. Ouais, c'est en équipe de France, on fait ça. On en prend 10. Alors, en plus, souvent, t'as les tournois Open en parallèle des nations. Donc, les Open, c'est par paire. C'est un championnat par paire, si tu veux. Et cette année, c'est la première année au championnat d'Europe, il n'y a pas d'Open. Il n'y a que les nations. Donc, un joueur qui est remplaçant, s'il n'y a pas de blessé, pendant une semaine, il ne va pas jouer, quoi. Il va taper des balles, il va s'entraîner un peu, mais il ne va pas jouer. Okay. Alors que quand il y a un Open, au moins, ils sont sûrs qu'ils feront au moins un match. Et là, c'est dommage, cette année, il n'y a pas d'Open. Ouais. Donc, quand tu as 10 joueurs, ça veut dire que tu as 3 équipes de 2, 3 fois 2, 6, et il t'en reste 4, c'est ça? Ouais. Tu as 4 remplaçants, en fait, c'est ça? Ouais, c'est 3 paires qui sont déjà établis avant que tu partes à la compétition ou qui peuvent bouger? Non, ça peut... Enfin, comment ça? C'est-à-dire, en fait, en gros, avant de partir à la compétition, tu dis, toi, tu joues avec toi, toi, tu joues avec toi, toi, tu joues avec toi, c'est fixe? Ou tu sais pas encore, ou tu peux décider jusqu'à quand pour communiquer tu vois, sur mes U14, je vais décider sur les 2 jours de préparation avant les championnats d'Europe. Ah, d'accord, ok. Et ça peut bouger. Ok. Et ça peut bouger, tu vois. Peut-être que ma première équipe, mes titulaires U14 du premier match, ce sera pas forcément la deuxième qui seront titulaires. Tu vois. T'as un joueur qui peut dire non, qui peut aller à l'encontre de ta décision, c'est-à-dire en gros, tu dis au gars, tu joues avec lui et il te dit non, je préférerais pas jouer avec lui. Ça peut arriver? C'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Parce que sinon, non. C'est compliqué. Ouais, si tu refuses de jouer avec quelqu'un en équipe de France, rentre chez toi, quoi. On assiste à une explosion du nombre de moniteurs de paddle diplômés chaque année en France. On en a parlé un petit peu en introduction. En tant que formateur en Ile-de-France, est-ce que tu as parfois le sentiment que les exigences de l'examen sont un peu trop souples pour répondre à la demande des clubs au détriment de la qualité technique et tactique réelle des nouveaux enseignants? Alors, quand j'étais formateur, il faut savoir quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, mais le TFP, c'est l'équivalent au tennis du CQP-ET.
CQPET, tu sais, c'est éducateur tennis. Et je crois que le CQPET, si je dis pas de bêtises, c'était, je crois que je l'avais passé, moi, c'était peut-être 10 dimanches. 10 TFP, 10 dimanches dans l'année. c'est l'équivalent du CQPET. Ouais. Et éducateur, c'est quoi la différence entre prof? C'est quoi la... En fait, pour l'instant, au padel, t'as pas d'équivalence de diplômé d'État au tennis. Okay. D'accord, ok. Tu vois? Donc, en fait, un TFP, c'est un initiateur, c'est un éducateur. Tu vois, c'est l'équivalence au tennis. Donc, normalement, il entraîne le loisir, il entraîne les jeunes, et puis basta. Et je trouve, c'est mon avis, je trouve que la formation... Alors, 240 heures, c'est peut-être pas assez. On va passer à 400 heures. Mais 400... Ça va passer à 400 heures, là? Ouais, il y a déjà des ligues qui font l'Occitanie, par exemple, qui font 400 heures, déjà depuis l'année dernière. En 400 heures, je pense qu'on peut te donner toutes les billes pour enseigner le paddle à du loisir. Quand je dis loisir, c'est jusqu'à niveau 5, tu vois, et aux jeunes, aux débutants, quoi. En 400 heures, normalement, tu as les billes pour faire ça. Après, pour entraîner des top 100, top 200, bah ouais, pour l'instant, il n'y a pas de diplôme qui te forme pour ça. Okay. Tu as des formations continues qui vont voir le jour, qui existent aussi déjà. Ok. Voilà. On va parler d'identité du paddle à la française. La France s'inspire beaucoup de la méthode espagnole pour la formation, mais nos structures de clubs privés et associatifs et notre culture sportive sont uniques. Nous sommes français. Comment réussit-on à adapter le meilleur du modèle espagnol pour créer une véritable identité de paddle à la française qui corresponde parfaitement à notre réalité sur le terrain? Alors, j'y avais c'était hier. Il y avait Romain Sichès qui était là et qui expliquait on lui expliquait tout le temps qu'il fallait ralentir, mais que lui, il trouvait qu'il jouait très bien en accélérant. Donc, est-ce qu'il faut vraiment, par exemple, c'est un détail, mais est-ce qu'il faut vraiment ralentir pour faire comme ou avoir notre propre culture de niveau de jeu à la française? Alors, sujet délicat, hein, Yann. Ouais, non, mais je vais te donner mon avis. Avant, on disait toujours les joueurs de paddle, ça joue trop vite. En France, ça joue beaucoup trop vite, ça joue pas comme ça en Espagne, etc. Et en fait, on nous disait, quand on allait en Espagne, de ralentir. Ce qui est pas faux, parce que je pense qu'on doit passer par une phase où on doit ralentir. C'est impossible de jouer au paddle, de gagner des matchs en envoyant que des missiles. Notamment quand t'es derrière. Tu es obligé de ralentir pour te procurer une balle facile, quoi. Donc je pense que c'est important de passer par cette phase-là, de ralentir. Mais il ne faut pas qu'on perde notre ADN un petit peu à la française, qu'on retrouve aussi finalement maintenant au haut niveau. Hein. Parce que quand tu regardes les quatre devant, alors si tu enlèves Chingoto peut-être, mais Galan, Tapia, ça frappe dans tous les sens. Et Cuello, ils envoient que des missiles. C'est limite, c'est devenu trop rapide, tu vois. Mais ils envoient que des missiles. Et c'est pas comme il y a 4, 5 ans, 6 ans, où le numéro mondial c'était Bela Stegin, où en effet ça jouait un peu plus doucement. Et je pense que le paddle a évolué. Et en France, le fait de jouer vite, en sachant tout faire, hein, mais le fait de jouer vite, je pense que c'est finalement une chance qu'on avait sans s'en rendre compte il y a 4 ans, quoi. Après, c'est beaucoup de joueurs de tennis qui se mettent au paddle. Donc au tennis, on a cette culture un peu de taper dans tous les sens. Mais je pense qu'actuellement, en fait, ça nous sert. Peut-être plus qu'à des Espagnols qui ont commencé le paddle en tout ralentissant et qui, finalement, en fait, là, ils apprennent à jouer plus vite, quoi. Tu vois? Mais tu observes que ça va plus vite aujourd'hui. Comment? Ça va plus vite aujourd'hui. Ah, ça va beaucoup plus vite. T'as commencé en quelle année? Moi, j'ai commencé en 2016. Ok. Mais en France, on a toujours joué un peu vite. Mais tu vois, je me rappelle quand il y a Adrien Maigret et Ben Tison qui ont commencé le paddle ensemble, ils laissaient quasiment jamais passer avec la vitre. Ils envoyaient que des missiles. Et ils gagnaient. Et ils gagnaient. Ils gagnaient pas tout le temps, mais ils battaient des Joan Bergeron et des Bastien Blanquet qui étaient en Espagne. Tu vois? Donc c'est possible. Après, quand tu joues des Espagnols, tu les bats une fois, 2 fois, ils commencent à s'adapter. Après, tu les bats plus aussi, tu vois. Mais maintenant, ça va beaucoup plus vite. De n'importe où, les mecs, ils tapent. La balle, elle sort, ils font des rematés. Maintenant, c'est même... Alors, c'est très spectaculaire, mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu regardes les matchs, tu te dis, putain, il y a moins d'échanges. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui préfèrent les matchs femmes, le jeu femmes, où au moins ça ralentit. Mais c'est à l'extrême, pour moi aussi. Les échanges, ils durent un peu trop longtemps. Il faudrait ralentir le jeu, ou tu penses? Moi, je pense que... Changer les balles? Non, je pense changer les balles. Ouais, changer les balles, je pense que ça va arriver. Tu vas avoir des balles un peu moins dures. Ouais, je pense que ça va arriver, ouais. Moi, ça m'arrange, je sors pas une balle, mais bon...
Après, il faut que tu sois beau physique, quoi, pour tout ramener, quoi. Tu connais très bien le paysage des clubs. On sent parfois une tension entre les clubs privés qui portent une grande partie de l'activité commerciale et les structures associatives soutenues par la Fédération française de tennis. En tant qu'homme fort de la FFT sur le terrain, comment juges-tu l'accompagnement actuel de la fédération envers les structures privées qui investissent pour faire vivre ce sport ? Ouais, alors moi, personnellement, la tension, je la sens pas trop. Après, nous, on accompagne les clubs privés, on est en étroite collaboration avec eux. Tous nos gros tournois, ça se fait dans les clubs privés. C'est les clubs privés aussi qui ont la motivation pour créer des FIP, etc. Donc nous, j'ai l'impression, en tout cas, de mon point de vue, qu'on a une bonne entente avec les clubs privés. On a également une bonne entente avec les associations sportives, qu'on aide un petit peu à se développer. Parce que c'est vrai que dans les associations sportives, nous, on aimerait bien que les écoles de paddle se développent. Les clubs privés, comme il faut qu'ils rentabilisent, il y en a qui jouent le jeu, mais il y en a qui ne peuvent pas se permettre de mettre des écoles de paddle parce qu'ils font de la location toute la journée et c'est rentable grâce à ça. Donc les écoles de paddle dans les associations sportives, moi j'y crois beaucoup. Par contre, pour le moment, tu as souvent des clubs qui ont deux pistes extérieures. Quand tu as 2 pistes extérieures en Bretagne, la région dans laquelle je m'occupe, c'est compliqué. Faire une école de paddle toutes les semaines, tu peux pas. Il pleut souvent, c'est ça ? Ouais, il pleut souvent, mais je pourrais te parler en Ile-de-France aussi, c'est la même chose. Oui, à Baïnoisy, on avait deux pistes extérieures. Tu pouvais pas monter une école de paddle, c'est impossible. Donc on a besoin des clubs privés et on a besoin aussi des assos sportifs, des tennis clubs. J'ai vu que là, il y a une initiative là où ils se réunissent, les clubs privés, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, j'ai vu ça passer, mais je t'avoue, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles là-dessus. Je sais pas ce que ça va donner, mais faut voir, c'est une bonne initiative, je pense aussi. Je pense que c'est des intérêts communs, donc il faut voir dans le long terme. Yann, on vit une croissance incroyable, mais la vraie question, c'est la structuration à long terme. Quand tu regardes à l'horizon 2030, comment vois-tu l'évolution du paddle en France ? Est-ce que le marché des clubs va arriver à saturation ? Est-ce que notre circuit de tournoi peut devenir aussi fort que le circuit espagnol ? Et surtout, est-ce que tu vois l'équipe de France s'installer durablement sur le podium mondial ? Bon, ça fait beaucoup de questions en une. Ouais, 2030, c'est... 2035, j'aurais pas répondu les mêmes. On peut faire à horizon 2030-2035, si tu veux. Ouais, 2030-2035. Ça fait un peu plus moyen terme et long terme. Moi, j'espère, en tout cas, comme je viens de te dire, des écoles de paddle un peu partout. Qu'il y ait beaucoup qu'il y ait de la masse chez les jeunes, en fait. Qu'il y ait des jeunes qui y jouent, qu'il y ait des jeunes qui font des compètes. Parce que les champions de demain, ça se crée dans les clubs. Et si on n'a pas de densité, ça va être compliqué, quoi. Chez les adultes, est-ce qu'on va... c'était quoi la question ? C'était, quand tu regardes l'horizon de 2030, comment tu vois l'évolution du paddle en France ? Est-ce que le marché des clubs va arriver à saturation ? Est-ce que notre circuit de tournoi peut devenir aussi fort que le circuit espagnol ? Alors, je vois aussi des FIP de plus en plus. C'est déjà ce qui est en train d'arriver. On a 12 FIP cette année en France. Et il y en aura 15 ou 16 l'année prochaine. Donc, de différentes catégories ? Horizon, ouais, on essaye de pas faire que des bronzes, mais bronze et silver. Au-dessus, tu peux pas ? Au-dessus, c'est plus compliqué ? Si, au-dessus, on en a aussi. On a 2 ou 3 FIP Platinum. Le problème des FIP Platinum, c'est que nos joueurs français ne rentrent pas forcément dedans. Okay. Et nous, ce qu'on veut, c'est, si on investit un peu dans des FIP, c'est que pour voir nos meilleurs Français, et notamment nos jeunes, tu vois, qui se forment un peu comme ça. Donc faire des gros tournois, des trop gros tournois, en fait, ça ne nous sert pas à grand-chose, parce que on ne verra pas de Français, quoi. On les verra au premier tour, et puis après, on les verra plus, même si ça va changer. Mais ouais, de horizon 2030-2035, moi, je crois beaucoup en la formation et à nos entraîneurs. Donc, je te dirais, je me mouille un peu, mais en 2035, on ressera, ça c'est sûr, sur le podium des championnats du monde. Plus. Et je pense qu'on aura, 2035, j'espère, qu'on aura 10 Français dans le top 50. Et j'espère mieux, mais 10 Français dans le top 50. Et chez les jeunes, mais je vais te donner même pas 2030, parce que je vais te donner 2026. Là, l'objectif, c'est qu'on soit champion d'Europe. Voilà, on était vice-champion d'Europe il y a 2 ans. On était troisième au championnat du monde l'année dernière. Là, on a vu qu'Olivier et Jérémy
C'est la première fois qu'ils battent en demi-finale de 2008, Espagnols. Donc c'est le numéro 2, numéro 3, 2008 Espagnol. Il y a 2-3 ans, on prenait 2 et 2. Là, cette année, on les bat. Donc on fait plus que rivaliser. Donc moi, je suis ambitieux et j'ai vraiment envie qu'on soit champion d'Europe cette année. Et à un moment donné, comme je te disais, les jeunes qui sont bons aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'ils soient en équipe senior l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc 2035, ouais, j'y crois fort. Ça, c'est cool. Est-ce que tu penses aussi que le marché des clubs va arriver à saturation? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un vrai boom, il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent. Ouais, ça c'est une bonne question. Pas pour l'instant. Est-ce qu'à un moment donné, de toute façon ça peut pas faire que croître, hein. À un moment donné, ça va stagner. Est-ce que ça va même redescendre un petit peu? Ouais, je pense quand même. Est-ce qu'il y a un autre sport qui va arriver aussi, comme le paddle, qui va mettre un peu le paddle de côté, mais pas 2030, c'est sûr que non. 2035, ouais, stagner, je dirais, peut-être. On va parler de la suite de ta carrière personnelle. Tu avais une casquette de formateur, tu as un rôle clé de sélectionneur national, et tu es toujours un excellent joueur, parce qu'aujourd'hui, tu m'as dit 40. Ouais, de moins en moins, mais bon, ça va. 40 quand même. J'essaie de me maintenir. Ouais. Pour la suite de ta carrière, comment tu vois ton propre avenir? Est-ce que ton ambition ultime à terme, c'est de prendre seul les rênes de l'équipe de France? Ou est-ce que le développement global de ce sport à la fédération ou sur le terrain te passionne encore plus? Après, tu vois, je suis capitaine adjoint. Je fais un petit peu pareil que ce que fait Pablo, qui est main coach, qui est capitaine principal. Donc, je suis amené à coacher déjà sur les tournois, sans délaisser le job que j'ai, tu vois, à la Fédé, hein, parce que c'est un complément. Mais est-ce que je me vois seul à la tête de l'équipe de France? Alors, si un jour je le suis, je serais très content. Mais déjà, j'aurai un adjoint, c'est sûr, je peux pas être tout seul. Et je pense que j'ai quand même encore pas mal à apprendre, notamment de Pablo. Et puis, si on a des bons résultats avec les seniors, je vois pas pourquoi ça changerait pour le moment. En tant que joueur, je crois que je peux pas redescendre au-delà des 100, parce que j'étais 8. Mais t'es 8 en quelle année? J'ai été 8 en 2022, je crois. Ok. 2022. Et j'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir gagné un P2000 avec Manuel Vives, d'avoir participé au premier Roland-Garros. C'était le Green Wiz avant. Donc j'ai de la chance d'avoir vécu ça et je suis très content d'avoir vécu ça. J'ai pas connu l'équipe de France en tant que joueur. Tu avais joué avec Manuel Vives aussi à Roland-Garros? Ouais. Bon, on a vu la wildcard un peu grâce à notre victoire au P2000. C'était stylé, jouer Roland-Garros? Ouais, c'était incroyable. Après, on n'avait pas le niveau. Clairement, on n'avait pas le niveau. Mais quand tu rentres sur le stade et que tu as 400, t'as toute ma famille, tous les potes, tu as 400 personnes. Parce qu'on était sur un petit court, on n'était pas sur le Châtrier comme maintenant les qualifs. On était sur un petit court, donc à proximité de tout le monde, il y avait un bruit. J'étais dans l'émotion, je te cache pas. Un de tes meilleurs souvenirs? Mon meilleur souvenir en tant que joueur, ça c'est sûr et certain. Même si on a pris 0 et 3. Hein. On a pris 0 et 3, mais bon, on n'avait pas le niveau. Mais c'est mon meilleur souvenir, très clairement. Donc non, en tant que joueur, je pense que je serais dans les 100. Enfin, je serais 100 parce que je vais de moins en moins jouer. Voilà. Ok. Si aujourd'hui, tu avais la possibilité de retourner dans le passé, on prend la DeLorean comme dans Retour vers le futur, et que tu allais voir le Yann qui commence le sport. Je ne sais pas à quelle année tu as commencé. 2016. 2016. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est pas facile. Mais je pense que en 2016, j'aurais pu me dire, vas-y, lance-toi à fond. Pars en Espagne tester. Tu vois, comme faisait Bastien, etc. Ou comme font actuellement encore Manuel Vives, Dylan Guichard, Thomas Legge, etc. Donc, je pense que ça, j'aurais bien aimé tester, voir jusqu'où ça m'aurait amené. Après, si ça se trouve nulle part. Peut-être que ça m'aurait vite gavé, tu vois, de partir tous les week-ends en tournoi, de m'entraîner tous les jours. Mais je pense que en tout cas, j'avais des qualités, notamment explosives, qui sont très importantes au padel. Donc ouais, j'aurais bien aimé voir jusqu'où ça aurait pu m'amener. Et qu'est-ce que tu penses que tu as de plus aujourd'hui et de moins par rapport à tes débuts?
Je parle pas juste dans le niveau du jeu, hein, je parle aussi de leur mentalité, de comment tu vois les choses pour le paddle. Forcément un peu plus d'expérience. Je pense qu'en 2016, on regardait, enfin je dis on parce que je suis pas le seul, mais on regardait les Espagnols vraiment, ils sont trop forts. En fait, tu te rends compte que finalement, on commence à un petit peu les taper. Enfin, pas les meilleurs, hein, attention, mais on commence à battre des bons joueurs. Et je pense que ça fait du bien en fait pour tout le monde. On se dit, attends, eux, ils ont battu les Espagnols, les bons Espagnols, pourquoi pas moi? Et donc ça fait monter le niveau. Voilà. Je dirais l'expérience un petit peu, ouais. Ça, Et puis ma vision un peu du jeu, de tout, quoi. Ça, c'est en plus et en moins. Qu'est-ce que tu penses que tu as perdu avec ces années? Non, c'est en plus. Et en moins, physiquement. J'ai 37 ans et je m'en sors encore bien. Hein. Ouais. Mais tu vois, j'ai été blessé aussi parce que je pense que je faisais pas tout, notamment en préparation physique. Je faisais pas tout et en même temps, j'étais 8 Français en faisant pas grand-chose, ce qui n'est plus possible maintenant. Et j'étais 8 Français en faisant pas grand-chose, donc je me disais pourquoi aller à la salle de gym, pourquoi me renforcer physiquement, pourquoi faire du physique alors que je suis 8 Français juste en faisant des parties, sans trop m'entraîner. Hein. Parce que je crois que j'ai commencé à prendre des cours il y a 2021-2022. Mais avant, je prenais pas de cours. Par contre, je regardais des vidéos et j'apprenais comme ça. Mais ouais, je dirais quand même... je changerais ça, ouais. Et t'étais classé combien en tennis? -4. Il y a que des tennisman. C'est un truc de ouf. Tous les gars qui sont bons au paddle, beaucoup, tous. Beaucoup. J'ai eu Nicolas Rouanet hier, tennis. Julien Serin, tennis. Ouais. Adrien Maigret, tennis. Tous été négatifs. Mais t'as quand même... t'as des exceptions, hein. T'as Bastien Blanquet. Oui. Une rare exception. Ouais, rare exception. Je crois qu'il a été 35, il me semble, mais je crois qu'il s'est directement mis au padel. Puis après, attends, il y a tous les jeunes qui arrivent. Oui, ça c'est les jeunes, ça va pousser. Ouais, bien sûr. Ouais. Yann, la tradition pour finir cette partie, qui souhaiterais-tu voir s'asseoir sur ce fauteuil, sur le fauteuil d'Alpha Paddle pour une prochaine interview? Ouais, alors moi j'aimerais bien voir les 3 entraîneurs des académies. Donc JT Pérou, Yannick Morel et Jazz Ginier ou Joanne Bergeron pour la all-in. Donc, je crois qu'on est en contact avec JT Perrault. Ouais. Donc, on aimerait bien effectivement l'avoir sur le podcast. Yann, maintenant, je vais te proposer une autre séquence. Est-ce qu'on a proposé à un autre invité de poser une question? Donc, on lui a dit, écoute, on va avoir un prochain invité. On n'a pas dit qui c'était. On va lui dire, tu peux lui poser n'importe quel type de question. Donc, il ne sait pas que c'est toi. Et il a posé une question. Donc, je vais te donner juste la tablette pour que tu puisses lire la question. Et puis, juste après, tu y réponds. Je vais pouvoir y répondre. Hein. Ouais, écoute, ça va le faire. Attends, pourquoi ça ne veut pas se mettre dans l'autre sens? Ouais, tiens, je te laisse faire juste play. Et Sitch, il savait pas que c'était toi? Non, il savait pas que c'était toi. Vas-y, je te laisse. Alors, cher invité, selon toi, est-ce que c'est plutôt les joueurs du Nord ou plutôt les joueurs du Sud qui sont les meilleurs au padel? C'est bon ça? Le petit Paris-Marseille là. C'est marrant parce que tu sais qu'à l'époque, quand Adrien et Ben sont arrivés, je crois qu'il n'y avait que des joueurs du Sud dans le top 10, voire dans le top 20. Et c'est marrant, quand Adrien et Ben sont arrivés, on disait tous, enfin, pas moi parce que je suis du Nord aussi, mais ils disaient, c'est qui ces deux nordistes, machin et tout. Et écoute, je suis chauvin, je suis du Nord, je dirais du Nord. Ok. Maintenant, ça va être à toi de poser donc une question à un invité qui sera plus tard, on ne sait pas qui sera le destinataire de cette question. Tu peux poser une question cool, poser une question dérangeante, comme tu veux, tu es libre à 100%. Il faut juste t'adresser à cette question. Ouais. Alors, j'ai réfléchi à cette question et ma question, c'est quand est-ce que tu penses qu'on aura un vainqueur de major français? Très bonne question. Voilà. Très bonne question. Écoute, Yann, on va passer aux questions qui piquent. Alors, le principe des questions qui piquent, c'est une rafale de questions. Ouais. Tu peux juste répondre par oui, par non. Un seul joker. Ok. Tu es prêt? Ouais. Est-ce que tu penses sincèrement qu'un sélectionneur de l'équipe de France a le droit de continuer à jouer des tournois officiels sur le circuit français? Oui. Est-ce que tu penses que la France aura un jour un joueur ou une joueuse de cette nationalité française dans le top 10 mondial du premier paddle? Oui. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir accepté ce poste de sélectionneur adjoint à cause des critiques ou de la politique? Non. Il n'y a pas eu de critique.
Enfin, j'espère. Je sais pas, je suis pas au courant. Est-ce que le niveau actuel de la formation TFP en France te fait parfois regretter l'époque où il n'y avait aucun diplôme d'État? Non. Est-ce que tu penses qu'un prof de tennis de 50 ans qui n'a jamais appris à jouer avec les vitres devrait avoir le droit d'enseigner le paddle? Sans formation? Évidemment. Non. Est-ce qu'il y a des joueurs en France qui sont aujourd'hui totalement intouchables en équipe de France, peu importe leurs résultats en tournoi? Non. Personne n'est intouchable. Si l'Espagne te propose demain de devenir le sélectionneur de leur équipe nationale des jeunes, est-ce que tu quittes la FFT sur le champ? Bah non, puisqu'on va les battre cette année. Est-ce que c'est vrai qu'à force de passer tes journées sur une chaise de coach, tu as perdu 15 km/h sur ta volée de coup droit? Non, je pense pas. Est-ce que tu préfères gagner un P2000 en tant que joueur sur la piste ou ramener une médaille européenne en tant que coach sur le banc? Une médaille d'or? Enfin, c'est la question, c'est Ouais. une médaille européenne, c'est une médaille d'or. Ouais. Ah, médaille d'or tous les jours. Est-ce que la mentalité des jeunes joueurs de paddle aujourd'hui est moins travailleuse que celle de ta génération? Non. Pas les meilleurs en tout cas. Entre nous, est-ce que tu as déjà fait semblant de comprendre une consigne tactique en espagnol de Pablo alors que tu n'avais pas pigé un traître mot? On parle anglais avec Pablo. Mais s'il me parle espagnol, ouais, je t'aurais dit oui, mais non. On parle anglais avec Pablo, donc on se comprend bien. Si la France fait un moins bon résultat qu'au dernier mondiaux lors de la prochaine campagne, est-ce que tout le staff doit changer? Ouais, je démissionne. Non, je rigole. Non, ça dépend comment ça se passe. Je dirais non. Est-ce que tu as déjà blâmé publiquement une raquette trop molle ou des balles trop usées pour justifier une défaite alors que tu avais juste fait un match catastrophique? Évidemment. Bien sûr que oui. Le café, Comme tous les joueurs. classique, à la lumière. Dernière question, peut-être la plus clivante. Yann, on va parler vrai. Est-ce que tu penses que la France est condamnée à rester dépendante de l'Espagne pour former ses champions? Bah non, du coup. Donc on a les épaules pour devenir la place forte mondiale. Bien sûr, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va bientôt tous les taper, les Espagnols.